Voici Mathieu Noël. Mathieu, en très grand professionnel que vous êtes, vous avez évidemment lu le livre de Gonzague Saint-Brie, Louis XIV et le Grand Siècle, qui vous a paru d'assez bonne facture. Néanmoins, vous tenez à rectifier un petit point ou deux. Hein. Oui, Michel, à force de m'entendre raconter n'importe quoi à ce micro, les gens l'ont peut-être oublié, mais à la base, j'ai une formation d'historien. Vraiment? Non, je lis pas vraiment, mais bon, ça faisait un angle pour mon papier, bon, c'est déjà ça. Cher Gonzague, après le bilboquet acrobatique et la sculpture sur bois, l'histoire est ma troisième passion. Une passion qui m'a longtemps valu les sarcasmes de mes camarades de classe, puis de mes petites amies. En effet, quand vous passez des nuits entières à regarder Secrets d'Histoire suspendu aux lèvres de Stéphane Bern, les femmes en tirent souvent des conclusions hâtives. Vous êtes une gigantesque tarlouse. Une erreur de jugement que je peux comprendre, tant il est vrai qu'il m'est arrivé, par passion de l'histoire, de suivre Stéphane Bern un peu trop loin. Regardez, si l'on franchit cette balustrade, on découvre juste derrière une petite porte dérobée. Venez, suivez-moi. Et j'ai bien conscience que celui qui décide de son plein gré de suivre Stéphane Bern derrière une petite balustrade doit s'attendre à ce qu'on mette en doute son attachement à l'hétérosexualité. C'est bien normal. Néanmoins, le principe même d'une vraie passion n'est-elle pas qu'on lui sacrifie tout, jusqu'à sa réputation ? Prenez Michel Drucker, par exemple. Il est de notoriété qu'il a deux passions. La poésie et la prostitution. A-t-il jamais cherché à s'en cacher ? Évidemment, non. Évidemment. La passion, ça ne se contrôle pas. Vous qui êtes friand de citations, cher Gonzague, vous connaissez certainement celle-ci. L'honneur, la réputation, l'ambition, tous les principes cèdent sous les flots déchaînés de la passion. Ah, Oscar Wilde. Non, Dominique Strauss-Kahn, après 4 mojitos au bar du Carlton de Lille avec son pote Dodo la Saumure. Alors, ce matin, si nous sommes réunis à ce micro, Gonzague, c'est pour évoquer le destin fulgurant d'un des plus grands personnages de l'histoire de France. Annie Cordy. Presque, Michel, Louis XIV. Dans son livre, notre invité croit dresser un tableau fidèle de l'illustre monarque. Hélas, je suis au regret de lui annoncer que sa biographie comporte un certain nombre de lacunes. Alors, je sais ce que vous vous dites, Gonzague. Quel gland. Non. Doucement. Non, vous vous dites, ce jeune homme barbu a-t-il des arguments solides pour étayer sa thèse ? Eh bien oui. Non seulement j'ai évidemment lu les ouvrages les plus pointus sur le Grand Siècle, Molière pour les nuls, les aventures de Choupi dans la Galerie des Glaces, ou encore l'excellent supplément coloriage d'Astrapi, Découvre Versailles en t'amusant, qui fait vraiment autorité en la matière, mais j'ai surtout sur vous un avantage, Gonzague, j'ai pu m'entretenir avec l'un des derniers témoins directs du Grand Siècle. Il a traversé le temps grâce à une hygiène de vie impeccable, un régime draconien à base de cyclotourisme et d'endives au jambon. J'adore les endives au jambon. Et oui, en 1658, Michel Drucker présente déjà une émission hebdomadaire intitulée « Vivement le jour du Seigneur prochain ». Malgré des débuts prometteurs, il réalise très vite que le concept est voué à l'échec, puisque, hélas, le tube catholique n'a pas encore été inventé. On n'avait pas la télé à l'époque. Bien vu, oui. Gonzague, la lucidité a toujours été la force de Michel Drucker. C'est pourquoi, en 1659, il décide de mettre à profit ce don inné qu'il a pour flatter les puissants en se mettant au service du roi. Son arrivée à Versailles ne passe pas inaperçue. Bonjour, c'est Michel Drucker. Très vite, le jeune Louis XIV fait de lui son homme de compagnie. C'est Michel qui annonce les invités. Nana Mouskouri est de retour. Eh oui, déjà. En outre, bien avant Molière, Michel veillait déjà au loisir du roi, tâchant de le divertir par des imitations de Bourville. La Ferragine, oui, et l'alcool, non. Va falloir la refaire, celle-là. Ce qui n'était pas très malin, vu que Bourville n'existait pas encore. Donc le roi comprenait pas tout. C'est également à cette époque que Michel fait la rencontre d'une courtisane très en vue à la cour, Julie d'Europe 1. Une femme dont la beauté n'a d'égal que sa conversation. Vous écoutez Europe 1, il est 10h. Outre donner l'heure dans la Galerie des Glaces toutes les demi-heures, Julie est aussi en charge de ce que nous appellerons pudiquement l'éducation horizontale du jeune roi. Tâche qu'elle accomplit avec zèle pour chaque nouveau monarque depuis Louis VI le Gros. Ça me plaît toujours. Alors Michel vous le confirmera, Gonzague, Louis XIV n'était pas un tendre, il était du genre soupe au lait. Fallait se le farcir. Comme vous dites. Et justement, un jour Michel a commis l'irréparable. Il a entretenu une liaison secrète avec Françoise de Bigné, la favorite de Louis XIV. Il disait bonne nuit au roi. Avant de la retrouver, toute nue, de dos. Je sais pas d'où ça sort ça, mais vous l'avez vraiment dit. Je sais pas de qui vous parliez, mais j'espère que votre femme ne nous écoute pas. Alors, Gonzague, je vous laisse imaginer la colère du roi quand il a appris que Michel fréquentait la de Bigné. D'abord, il l'a enfermé 2 semaines dans un placard. Le placard, quand on en sort, c'est compliqué. Parce que dans quel état on en sort ? Mais ce n'était rien par rapport à ce qu'il attendait. Vous connaissez le masque de fer, Gonzague ? Eh bien oui, voilà ce qu'il en reste. Que c'était-vous, Michel, le masque de fer ? Mais évidemment. Évidemment, tout se tient dans ma chronique. Les faits historiques se recoupent, tout fait sens. Et à présent que j'ai éclairé votre lanterne de mes lumières érudites, cher Gonzague, je m'en retourne à la sculpture du bois. Michel, une dernière réflexion hors sujet ? Je voudrais remercier la direction de TF1. Pas mal, merci Michel, à bientôt Gonzague.
Mathieu Noël. Bravo Mathieu. C'était Paul Magnifique. Gonzague.